je vais faire ma présentation de qui ce que je suis un peu. Au Nouveau-Brunswick, je siège sur le Mi'kmaq Clan Mother Governing Council, jusque je siège avec des chefs héréditaires et des chefs régionaux. Ça fait que les informations que j'ai mes ressources, si tu veux savoir, c'est que les thèses universitaires, la connaissance de tous et chacun de ces chefs héréditaires-là, des chefs traditionnels, puis ça, quand je parle de chefs traditionnels, comme moi je parle de chefs régionaux, eux autres, c'est eux autres qui siègent avec les gouvernements sur les plus hauts comités qu'on ne connaissait même pas l'existence avant qu'ils arriver là. Il y a 3 niveaux de gouvernance pour les Autochtones. Il y en a une qui est locale, qui sont les chefs de réserve qui gèrent leur petite réserve ou leur petite municipalité. Après ça, ces chefs-là, ils siègent sur les organismes provinciaux. Puis ces organismes provinciaux-là, par la suite, ils ont des délégués qui siègent sur EFN, qui appelle. Ça, c'est l'organisme fédéral des peuples autochtones, anciennement appelé Indian Brotherhood of Canada. Ça fait que quand ils siègent à ces niveaux-là, ils parlent aussi des accords internationaux. Puis c'est toute la documentation que moi j'ai pu avoir accès. Mon don que j'ai, c'est d'avoir une mémoire intrinsique qui appelle, de capter toutes ces informations-là, autant les thèses, puis je parle de la thèse de Hoffman, juste la thèse de Gilbert Hoffman est 780 pages. Parce qu'une fois que tu vas la lire, tu vas comprendre toute la structure gouvernementale, l'éducation, territoriaux, les cérémonies et tout ça qui se rapportait aux peuples autochtones. Moi, sa thèse, c'est entre 1600 à 1700 des peuples Mi'kmaq. Fait ça, c'est, juste dire vite fait, où est-ce que je prends toutes mes ressources. Ça fait la partie que j'aimerais commencer avec. On va commencer directement ici, aux îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine ont été convoitées par les peuples Mi'kmaq au-delà de 10 500 ans passés. Ils ont siégé, ils ont habité sur les îles, ils ont visité les îles, ils ont voyagé, pratiquement là, ils vivaient ici. Puis ça remonte l'existence des peuples autochtones en Atlantique. Là, on parle du peuple Mi'kmaq. Le peuple Mi'kmaq est en existence dans les maritimes depuis 10 500 ans selon les fouilles archéologiques. Les navigateurs qui ont venu explorer le Canada dans les années, ça commence à partir de l'an 600, à venir jusqu'à ça qu'aujourd'hui, on parle des voyages en 1300, des voyages en 1400, toutes ces choses-là. Ils ont découvert un pays. Mais le pays qu'ils ont découvert avait déjà 655 tribus autochtones au Canada, avec une population d'au-delà de 10 millions de personnes. Ça fait juste, je me vire la tête, parce qu'on peut juste pour dire, à ce heure ici, le territoire des îles de la Madeleine, c'est un territoire, qu'est-ce qu'on appelle un territoire non cédé du peuple Mi'kmaq. Les peuples Mi'kmaq n'ont jamais cédé leur territoire traditionnel à aucun pouvoir européen. Ça a été débattu devant la Cour suprême à plusieurs reprises. Ça fait que c'est distinct que le peuple autochtone possède toujours le droit au territoire. Ça fait que puis là, on va rentrer un petit peu dans l'historique. Le premier qui a rentré s'établir en Amérique du Nord, c'est le matelot ou le viking Eric Leaf de la Scandinave, qu'on s'appelle de Norvège, Suède. Il est venu ici, il a colonisé Groenland. Après ça, il a bâti des habitations à Terre-Neuve, à L'Anse-aux-Meadows. Mais lui, Eric Leaf, il est ici en 625. Il a navigué tout l'estuaire du Saint-Laurent, ça fait qu'il a probablement vu les îles de la Madeleine, il a probablement touché aux îles de la Madeleine. Et moi je dis qu'il a probablement rencontré les gens qui étaient là. À Terre-Neuve, le groupe autochtone qui est là-bas, il s'appelle des Biotoques.
c'est le premier contact européen qu'il y a eu, c'est les Vikings avec les Biotoques. Ils ont coexisté puis vivent ensemble de l'an 600 jusqu'à 1050. Ça fait pendant 400 ans, c'est sûr qu'il y a eu des intermariages avec les peuples autochtones. Ça veut dire que les peuples métis du Canada peuvent retrouver des lineages y allant jusqu'à l'an 600 ici au Canada. Après ça, il y avait aussi des intermariages entre les tribus. Les Mi'kmaq avec des Malicites, les Mi'kmaq avec d'autres, parce que c'était normal. Les peuples autochtones, je ne rentrais pas tout dans la spiritualité, mais les peuples autochtones étaient rattachés en relation avec la terre. Puis, Father Sun, Grandmother Moon, ça c'était tout, il y avait tous des noms. Les peuples autochtones, leur croyance, c'était spirituel sur le côté l'air, la terre, le feu et le vent. C'est pour ça les 4 couleurs qu'on retrouve sur un crest autochtone. Je vais y aller à ce heure pour ici, le territoire étant Mi'kmaq aux îles de la Madeleine, étant non cédé. Là, on va parler des districts de Mi'kmaq. Les territoires Mi'kmaq ont été divisés par 2 missionnaires qui étaient stationnés à l'Estigouche dans la baie des Chaleurs. Ces 2 missionnaires qui travaillaient au camp du roi, qui étaient ici pour civiliser les Autochtones, essayer de leur apprendre la christianité et toutes ces choses-là. Mais eux autres, ils ont établi les 6 districts Mi'kmaq. L'île de la Madeleine n'en fait pas partie. Jusque l'île de la Madeleine rentre en jeu, c'est lorsqu'il y a eu commencé les signatures de traités. 1725, elle n'est pas là. Sur le traité de 1752, lorsque Mathieu Mius a été signé avec 30 autres chefs autochtones à Boston, le traité de 1752, il a signé pour l'ensemble des Autochtones des Maritimes. Là, ça compte parce que vous êtes protégé sous un traité si vous êtes descendant des Mius. Puis Frank Mius l'a signé en 1752. Aussi 1725, après ça, il rentre en 1761, c'est Frank Mius qui signe. Tu as 2 familles de Mius qui ont signé les traités. Mais les traités, je veux vous dire qu'à partir de 1982, les traités sont reconnus dans la Constitution, les droits de traité, les droits ancestraux ou les droits autrement acquis. OK? Puis, on va en parler un petit peu aussi. Lorsqu'ils ont fait la signature des traités dans la Constitution, qui ont accepté ça, ils ont dit tous les traités qui ont été signés au Canada, les prescriptions, on parle des prescriptions que dans les traités, qu'est-ce qui était garanti par le traité, puis qu'est-ce qui offrait au peuple autochtone, là ça tombe dans la responsabilité fiduciaire de la couronne envers les Autochtones. Tous les traités qui ont été signés au Canada sont valides pour tous les Autochtones du pays. La Constitution de 1982, lorsqu'elle a été signée, c'est là qu'ils ont inclus les Inuits dans le peuple autochtone du Canada. Et si ça n'a pas été de M. Harry Daniels, qui a donné sa place à Jim Sinclair à la table constitutionnelle pour que lui ait le droit de parole, les Métis n'avaient pas été inscrits. C'est l'ouvrage de Jim Sinclair qui a débattu la cause des Métis, et c'est pour ça qu'il parle beaucoup des Métis de la Rivière-Rouge. Mais à ce tour, quand on est inscrit comme Métis dans la Constitution sous les peuples autochtones, les Métis de l'Atlantique ont aussi un droit. La responsabilité fiduciaire découle seulement si tu descends d'un traité. C'est là qu'est la force de la responsabilité. La responsabilité fiduciaire, ça se décrit un peu comme ceci. Les rois qui voulaient venir en Amérique pour utiliser la ressource, la pêche, le poisson, le bois, les fourrures, ben, ils promettaient de ne pas faire de guerre, ni d'un bord ni de l'autre, de s'accorder ensemble, puis qu'ils allaient les respecter, puis qu'ils allaient les contribuer des ressources monétaires et des outils pour avancer leur évolution. Puis
c'est ça qu'ils appellent la responsabilité fiduciaire. Dans la responsabilité fiduciaire, c'est là que tu vas trouver tout le régime médical, tous les services sociaux, toutes les garanties par la loi qu'il va avoir à payer, tous les programmes fédéraux. Ça, c'est tout quelque chose qui nous a été retiré, soustrait. Okay? Parce que le gouvernement ne veut pas reconnaître qui sont les Autochtones avec des droits fiduciaires. Puis là, on va tomber dans l'histoire du Indian Act. Ici, si tu regardes en haut du panneau, là, qui est là, la carte, tu as British North American Act 1867. Ça, c'est la première acte de loi qui met un empire britannique avec un pouvoir de décision en Amérique du Nord. Ça comprend quoi, le British North American Act? Oui, ça fait un gouvernement, oui, ça crée une autorité sur le territoire, mais il y a seulement la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Haut-Canada et le Bas-Canada, et 13 colonies américaines et la couronne qui signe le British North American Act. Les Autochtones n'ont jamais été consentis ou accordés à négocier l'accord de prise du territoire. C'est pour ça que les territoires ont toujours été non cédés. En plus de ça, à cette époque-là, il y avait les terres de Rupert, qui veut dire le nord de la Gaspésie, à monter dans le nord du Québec, à aller tout dans l'Ontario jusqu'aux Rocheuses, qui étaient des terres appelées les terres de Rupert, qui avaient été pris possession par le roi Rupert. Puis ces terres-là avaient été en accord que les Autochtones avaient signé. Fait ces terres-là, le gouvernement a pu pas le gouvernement, le roi a pu les sous-louer à la Compagnie de la baie d'Hudson et à la Compagnie des territoires du Nord-Ouest. Après ça, quand John A. Macdonald est devenu le premier gouvernement au Canada sous le British North American Act, c'est lui qui a créé le Indian Act. Okay? Le Indian Act, ça met les Autochtones en réserve, où ils allaient rester là, on va vous soutenir, il y allait avoir des maisons, il y allait avoir l'électricité gratuite, il y allait avoir du gaz gratuit, payez pas de taxes. Si vous faisiez livrer de la marchandise sur la réserve, vous ne payez pas. Donc, il y avait toute une chose. Mais quoi, ce qui était triste, c'est qu'il avait signé la proclamation royale en 1763. OK? La proclamation royale de 1763, ça, c'est la charte des Autochtones, qui veut dire que tu as le droit à la ressource, droit à ton territoire, à ta culture, tes traditions, tes langues, tout était protégé par le roi dans la proclamation royale de 1763. En faisant le Indian Act, le gouvernement du Canada commence son génocide. Okay? Premièrement, par le recensement des Indiens, ils ont commencé à visiter partout. Puis tous les Autochtones de cette région ici, vous allez rentrer dans la réserve de Papineau. Tous les Indiens de cette région ici, vous allez rentrer dans la réserve de Bonchurch. J'ai fait ça tout le long, à travers tout le Canada. Okay? Mais quand ils allaient dans les petits villages, les coureurs des bois qui n'étaient pas recensés n'ont jamais eu le droit à aucun privilège. Les personnes qui étaient en pêche, pas le droit d'y aller avoir aucun bénéfice. Puis ceux-là qui ne voulaient pas être sous le Indian Act n'ont pas été enregistrés non plus. Donc, il a coupé la population des Autochtones à peu près à 40% de ce qui était la réalité. En plus, si tu regardes sur le côté finance, la responsabilité fiduciaire du roi d'Angleterre, qui avait été transférée au Dominion de Canada, ben, il n'y avait plus besoin de s'occuper de ce 60% de population-là parce qu'ils les avaient déjà scratché out de la liste. Ça fait que c'est là, c'est à peu près ce qui s'est passé dans l'évolution au Canada sur le côté politique. Après ça, ici, quand tu rentres dans la Constitution, dans le British North American Act, il a créé toutes les provinces. Il a monté jusqu'aux provinces, puis la dernière à rentrer, c'était Terre-Neuve. L'île de la Madeleine appartenait à Terre-Neuve. Après ça, avec l'Acte de Québec, elle est devenue propriété de la province de Québec. Mais pour la province de Québec, les îles de la Madeleine, c'est juste une ressource monétaire. Il n'y a pas eu, il n'y a aucune culture, il n'y a pas de réserve aux îles de la Madeleine. Ça, c'est
Puis il va falloir qu'il y ait du chemin de fait là-dessus, mais la reconnaissance de l'existence autochtone découlant de traités avec une responsabilité fiduciaire du gouvernement fédéral pour les gens d'ici, il va falloir que ce soit réorganisé, relancé, puis avancé. La chose que je veux pas oublier, quand j'ai parlé un peu de la responsabilité fiduciaire, les traités sont là. Là, les traités, c'est ça. Ça fait qu'en signant un traité, ils s'engagent de respecter la paix. Mais en échange, le roi leur donne des outils, de l'argent, qu'est-ce qu'ils appellent des truck houses, des sites où ils peuvent amener toute leur fourrure, tout ça. C'est même que ça se développe tranquillement dans l'évolution du pays. La colonisation, là, ça commence avec le British North American Act, il y a un pouvoir au pays en un gouvernement, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le Indian Act, c'est ça que la partie que j'avais oublié. Le Indian Act, lorsqu'il a été implanté en 1870 par John D. MacDonald, il a oublié de respecter la proclamation royale 1763. Il a retiré tout l'héritage des peuples autochtones de choisir leur chef, qui allait être les chefs, toutes ces choses-là. Parce qu'il y a, dans l'Indian Act, ça dit, vous élirez vos chefs comme ceci, puis les ruling families, c'est eux autres qui ont mis les dirigeants pour les réserves. Traditionnellement, les peuples autochtones étaient des peuples matriarcales, qui veut dire que la femme avait tous les pouvoirs, puis la femme était décisive. C'est la femme qui contrôlait tout ce qui se passait dans la population. C'est elle qui choisissait les chefs. C'est elle qui choisissait à quel âge qu'un jeune pouvait quitter la réserve et aller chasser avec son père. C'était tout décidé de même, c'était matriarcal. La colonisation européenne qui est arrivée, c'était avec une philosophie matriarcale, puisque la femme pour rien. C'est l'homme qui contrôle, c'est les autres le boss, c'est moi le roi. C'est pour ça que lorsque tu lis la thèse d'anthropologie et d'ethnologie de Gilbert Hoffman, tu découvres tout cet aspect-là caché qu'on ne connaissait pas. Moi, pour revenir à mon existence, à moi, envers le Indian Act, le Indian Act, une fois en réserve, les Autochtones devaient avoir une permission écrite par le Indian Agent pour pouvoir se déplacer. Encore là, il venait de faire la garantie de se déplacer librement par la proclamation royale de 1763. Il fallait être une permission pour sortir de la réserve écrite par le Indian Agent. Moi, à l'école, quand j'étais à l'école, chez nous autres, on a des réserves tout le tour. Vous autres, vous n'avez pas vécu ça, parce qu'il n'y a pas de réserve. Mais on n'avait pas d'Indiens dans nos classes avant que j'arrivais à mon secondaire. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais par la suite, lorsque j'ai commencé à faire toute l'analyse de tout quoi c'était l'information qui m'a passée, c'est là que ça me ramène les projets de loi discriminatoires ici. Okay? Parce qu'en tant que les projets de loi discriminatoires, on parle du White Paper Policy. Okay? On parle du 60 School. Ça, 60 School, c'est quand ils ont enlevé tous les enfants dans les réserves indiennes. Après ça, il y a eu la stérilisation forcée. Après ça, il y a eu le White Paper Policy. Il y a eu le Buffalo Drum Policy. Ça, c'est des actes de loi que le gouvernement canadien a passé et voté pour exterminer, éteindre, soustraire tout ça qui pouvait être indien au Canada. Parce que leur mot pour les Indiens, c'était « the Indian problem ». OK? Puis leur philosophie, c'était la meilleure solution pour les Autochtones, c'était « a gun and bullet ». C'est comme ça qu'était la philosophie britannique là-dessus. On va juste garder, par rapport à l'histoire jusqu'en tête, les enfants enlevés dans les réserves, envoyés dans les centres résidentiels, school, dans les années 70, là, qu'il n'y avait pas d'Indiens dans nos classes, c'est parce qu'ils avaient été enlevés par le gouvernement.
Ils étaient entreposés tout ensemble, jusqu'à pas le droit de leur culture, rasés, pas le droit d'avoir des grands cheveux. Ils retiraient clairement. Puis c'est l'acte de génocide qui a toujours continué. Puis je vais vous amener à aujourd'hui, pour les îles de la Madeleine, jusque ça va avoir une grosse impact. Là, tout de suite, après ça, je ne veux pas trop sauter moi, parce que je vais continuer à vous expliquer. OK. Les peuples, je garde la vue, je vais m'avoir ça. Les peuples autochtones au Canada, là, les 655 peuples autochtones du Canada sont appelés Anishinaabe. Si jamais vous voyez des documents où quelqu'un parle de Anishinaabe, c'est des Autochtones du Canada. OK? Là, est-ce que je suis Mi'kmaq, Micmac ou Métis? OK? Mi'kmaq est le nom de la tribu. C'est la bonne prononciation de le dire, c'est Mi'kmaq. Dans les traités, par contre, il y a eu 13 traités signés en Atlantique. Et dans les 13 traités, tu vas retrouver à certaines places Micmac écrit M-I-C-M-A-C. Mi'kmaq s'écrit M-I, virgule, comme qui est là-bas, mais il manque un apostrophe entre le I et le K. Mi'kmaq, ça c'est la manière de l'écrire. Puis, dire métis. Métis, on est pratiquement tous métis, même les Indiens en réserve sont métis. Puis, il a eux parce que tu ne trouveras plus du pur sang indien. Okay? Parce qu'il y a trop eu de générations, qu'il y a trop eu de civilisation, puis de mix qui s'est passé. Juste que tu pourrais trouver probablement encore des purs, ce seraient les Inuits, qui sont les Inuits, que les autres, parce que remonter à l'extérieur dans les glaces, il y a beaucoup de personnes qui ont colonisé avec eux. Ça commence comme dans les années 70, jusqu'à le monde va travailler dans les mines, toutes ces choses-là. Responsabilité fiduciaire, ça vient de You, les argents. Le gouvernement du Canada, lorsqu'il est devenu le British North American Act, a un accord de partage de la ressource. Okay? C'est 33% chaque. 33% pour l'industrie, 33% pour le gouvernement, puis 33% pour les Autochtones. Parce qu'ils devaient respecter les ententes internationales. Comme la proclamation, c'est une entente internationale. Un traité, c'est une entente internationale. Les organisations au niveau international qui surveillent tout ça, que ça soit respecté, c'est l'Organisation des Nations Unies. En plus de ça, tu peux faire plainte à the High Lord Commissioner of England. Moi, à mon niveau, je suis rendu dans mes batailles. Ma prochaine étape, c'est de cogner à la porte de l'ambassade britannique. Okay, parce que moi, je continue mes batailles. Au niveau où je suis rendu, c'est là que je m'en vais à Toronto. Ça fait que, éventuellement, vous allez m'entendre parler à la présentation qui se donne à Genève, Switzerland. Ça, c'est dans mes pensées. Je veux me rendre là pour parler exactement de la situation des peuples autochtones du Canada. Puis ça, tu as le droit d'assister à ces réunions-là. Ça va être à Switzerland. Ça se passe à la fin juillet, mais ce ne sera pas tout de suite. J'ai encore d'ouvrage à faire avant d'arriver là. Puis là-bas, c'est des non-gouvernements organisations. C'est comme des organisations non gouvernementales ont le droit d'appliquer pour avoir un temps de parole. Mais le temps de parole, il faut que tu envoies tout l'encadrement que tu vas parler. Ça fait, si ça fit à 2 heures, c'est à 2 heures, il faut que tu te présentes là, puis tu as peut-être 1h30 de micro. Mais tu parles à tous les pays du monde, tous les dirigeants des pays du monde dans la salle, à Switzerland, avec toute la foule qui veut assister à ça. Mais c'est là que les Autochtones ont été obligés d'y aller se plaindre pour avoir une chaise à la table constitutionnelle de 1982. La table constitutionnelle de 1982, c'est quoi? La Constitution, le British North American Act, n'est pas valide pour la Constitution du Canada. Donc, le Canada n'a pas de Constitution. Okay? Parce que le British North American Act,
il n'y a pas d'Autochtones qui a siégé sur les signatures. Il y a les colonies américaines qui sont là-dedans, puis il y a l'Angleterre qui est là-dedans. Ça fait que ça ne peut pas être pour le pays, parce que le pays avait seulement 4 provinces quand ils l'ont signé. Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, au Canada. Au Canada, c'est quoi? Au Canada, c'est 3000 chaque côté du fleuve Saint-Laurent. C'est quoi la province de Québec qu'on connaît aujourd'hui? 3000 chaque côté de l'eau. Ça, c'est le Haut-Canada. Le Bas-Canada, qui était en Ontario, ça, c'est tout le tour des Grands Lacs, 3000 tout le tour. Puis, la région que je viens de parler, tout autour des Grands Lacs, en Ontario, c'est aussi le territoire des Algonquins. Pourquoi je dis Algonquins? Aujourd'hui, il y a les Mohawks qui habitent là. Il y a d'autres tribus qui habitent là aussi. Tu as les Ojibwe qui sont là. Ça fait que puis toutes les tribus qui sont là-bas, puis tous les langages autochtones, des 655 peuples autochtones au Canada, découlent de la base du langage algonquin. Okay? Ça fait qu'ils ont tout un dérivé. Moi, je pense qu'ils ont tout un dérivé du langage, presque que des thèses, presque des hypothèses dans les thèses, ces choses-là. Il y en a beaucoup qui concluent que, avec la fonte des glaces, la région des lacs de l'Ontario, avec la baie James qui était tout au nord, qui découlait par ici, c'était la première partie du Canada à être découverte par les glaces. Ça fait c'est là que les premières colonisations se sont installées en Amérique. Puis, de là, qui découle le pourquoi que tous les langages autochtones du pays découlent du langage algonquin. Au musée de la civilisation à Ottawa, si vous allez à Ottawa, il y allez visiter le musée de la civilisation, il est super beau. Avant ça, il commençait de l'arrivée des Européens à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le musée de la civilisation recule jusqu'à l'ère de glace pour le côté historique des peuples autochtones. Ça fait que ça remonte à plusieurs millions d'années. La chose là-dessus que j'ai, la proclamation royale de 1763, lorsque ça te garantit ton droit à la ressource, ton droit à tous les privilèges que l'Autochtone a droit, sa culture, ses chants, ses danses, son identité, ben, c'est aussi garanti dans la Constitution. Donc, regardez la Constitution actuelle en 1982. OK? On parle qu'il y a eu une Constitution qui a été votée au Canada. En 1982, oui, il y a eu une Constitution qui a été parlée au Canada. Mais ça n'a pas été réglé en 82. Il y a eu des parties qui ont été réglées en 83, mais le côté autochtone n'a pas été signé avant 1985. C'est qui a signé l'autorisation? Okay. Là, il y a ceci. Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada en 1981, quand il a dit « J'ai le pouvoir de changer la Constitution du Canada », c'est là que le Parti conservateur a amené le Parti libéral en cours, ça a été jusqu'à la Cour suprême, puis il y avait deux questions à l'agenda. Est-ce que les traités sont encore valides en 1980? Oui, ils sont toujours valides comme la journée qui a été signée. Le juge qui a tranché là-dessus, c'est le juge Bora Leskin, okay, qui a rendu ces choses publiques en septembre 1981. Qui a le droit de changer la Constitution? Puis quels sont les critères pour changer la Constitution? Le juge de la Cour suprême, Bora Leskin, a dit lorsque tu auras l'autorisation de la reine, après que tu auras invité tous les premiers ministres de chaque province, les peuples autochtones du Canada, tous les médias, et ça doit se tenir dans un open forum, comme on a assis ici. Pas rien de caché à personne. Puis, c'est là que la reine a venue au Canada, signé sa grande plume, elle est décédée, elle a venu au Canada, signé le document qui s'appelle l'accord de
de la Constitution de 1982. Ça n'a pas été possible avant 36 heures de débat en Angleterre, dans le gouvernement britannique, qui s'appelle le Canada Bill. OK? Ça a donné 36 heures de temps sans arrêt dans le Parlement britannique avant qu'il autorise la reine de venir ici et de faire des échanges de pouvoir et de transferts. Parce que c'est tout un pays qu'on abandonne le pays et les autres vont devenir indépendants. Mais on est toujours sous l'Empire britannique. En temps de guerre, le Canada devient possession du Britannique. Ça, c'est des choses que les gens n'ont jamais découvertes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas toute la Constitution. Ben, moi, les 338 pages de la Constitution, je les ai toutes lues. Puis comme je vous dis, j'ai la capacité de tout retenir ici. C'est un don. Ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a certaines personnes qui peuvent le faire, des avocats ou bien des docteurs, qui peuvent emmagasiner beaucoup d'informations pour tout retenir. Mais moi, je suis le côté constitutionnel, historique, recherche, donnez-moi de l'information. Mais demandez pas de me rappeler tous les visages que je vois, ça, je ne sais pas. Ça fait que là, ici, on a un petit peu plus d'éclaircissement, c'est quoi est la Constitution en 1982, pourquoi est-ce que ça est arrivé, comment ça est arrivé. Lorsque le gouvernement a transféré, le roi a transféré le pays au premier gouvernement, il a dit, nous, on a signé dans les traités une responsabilité fiduciaire envers les Autochtones. On vous transfère la même responsabilité comme nous autres. Là, on va tomber dans qu'est-ce que j'ai écrit là-bas, les jurisprudences. Les jurisprudences, c'est quoi? Les jurisprudences, c'est lorsqu'il y a eu des dossiers devant une cour qui a été tranché et le verdict de la cour devient une jurisprudence. On a parlé de Bora Luskin. Si les traités sont valides, oui, ils sont valides. Quels sont les critères sur la Constitution? Les critères sont nommés. Ça, c'est la jurisprudence. C'est un juge. Une jurisprudence ne peut pas être modifiée, ne peut pas être annulée, il ne peut pas être, détournée. Okay? La jurisprudence, c'est ça que les autres juges doivent se baser dessus pour rendre un jugement dans un cas similaire. Puis quoi ce qui arrive ici au Canada, on est sous le common law. Okay? Le common law britannique. Le common law britannique, ça vient de la Grèce antique après 40 000 ans d'évolution des règles de droit. Le système électoral vient aussi du common law. L'échange international vient du common law. Les argents, que je te donne 20$ pour ta morue, ben ça vient aussi du common law. Tous les échanges monétaires, les banques, tout ça. La création des banques, c'est bâti sur du papier. Ils peuvent imprimer l'argent, ils peuvent faire tout, mais dans le monde, il faut être réaliste qu'aujourd'hui, on voit des situations où il y a 7 dirigeants pour toute la planète. Ben ça ne marche pas avec les peuples autochtones. Pour les peuples autochtones, il n'y a personne qui possède la terre. La terre appartient à personne. Puis il n'y aurait pas question de payer pour avoir qu'est-ce qu'elle a. Mais ça va tout en arrière. Dans la Constitution, en parlant de jurisprudence, on va les mêler ensemble un peu, là, parce qu'après ça, je vois aussi les actes de loi. Je vois que c'est là aussi. Dans les actes de loi, OK, la loi coloniale de 1850 est très intéressante à lire. La loi coloniale de 1850, là, c'est en Angleterre, puis c'est le roi qui l'a écrit. Puis une chose que vous devez vous rappeler, c'est que dans la loi vient de la bouche du roi. OK? Vous passez en cours, in the name of Her Majesty. C'est toujours au nom de la loi, toujours au nom de la couronne, c'est toujours le Britannique qui est là. T'sais? La GRC a une couronne sur son crest, DFO a une couronne sur son crest, tous eux autres, ils sont tous des agents de la couronne. Okay? Ça fait que le Britannique nous appartient encore.
Puis bien souvent, il est dans le fond de nos poches parce qu'on s'assit sur notre argent toujours et que ça passe dessus. Ça fait que juste ça, vite fait, les actes de loi du British de l'acte colonial de 1850, le roi se pose la question, qui sont les Indiens d'Amérique? OK? Ben, ils l'ont écrit dans l'acte de colonisation de 1850. Au Canada, en Amérique, Floride, les îles, parce que là, ils ont découvert plus de place, mais c'est toujours la couronne qui possède tous ces territoires-là. C'est tout découvert au nom de la couronne. La couronne britannique a dit ceci. Tous les Indiens sont des Indiens. Ça, c'est 1850. Tous les Indiens sont des Indiens. Tous les enfants, tous les intermariages avec les Indiens sont des Indiens. Que la femme soit blanche, chinoise, égyptienne, elle est indienne en 1850, parce qu'elle a marié un Indien. Tous les mariages qu'il y a eu des enfants, soit mariage et les Indiens qui ont eu des enfants, les enfants sont tous Indiens. Pas métis, Indiens en 1850. Après ça, ça dit la 4e clause d'Indiens au Canada, tous ceux qui vivent avec les Indiens. Ça fait en 1850, on ne se pose plus de problème. Il y a des Autochtones aux îles, il y a des Vikings au Canada, il y a des Norman Indians dans l'estuaire de la baie des Chaleurs. Ils sont tous des Indiens, les enfants sont tous des Indiens, les femmes sont tous des Indiens pareil. Mais c'est après ça que ça a tout été dénombré. Mais ils ne respectent pas les actes de loi. Les actes de loi, ils ont tous été écrits, mais il n'y a aucun gouvernement qui respecte les actes de loi. On rentre ici au Canada, dans la Constitution canadienne, en 1982, jusque les traités ont été débattus devant la Cour, puis que les traités sont valides comme le jour qui a été signé. Mathieu Bius, qui a signé les traités de 1725, 1752, il a signé aussi sur d'autres traités en deuil maritime. Après ça, il y a Frank Mius qui signe le traité de 1761. Ces traités-là garantissent aux descendants Mius des descendants naturels. Naturel, ça veut dire de père en fils, de mère en fils, c'est le descendant naturel. Tu descends jusqu'en bas. À 13-14 générations, c'est toujours métis pareil. Parce que un à l'autre, t'es métis. T'es un métis avec un blanc, c'est encore un métis, 58 même. Mais aujourd'hui, c'est qu'on a, on les appelle tous des Mi'kmaq. Puis vous avez le droit de choisir si vous voulez vous dénombrer comme métis ou Mi'kmaq. Je vous conseille d'adopter le mot Mi'kmaq. Parce que lorsqu'il rentre une jurisprudence devant les tribunaux, comme dans Donald Marshall, ça ne dit pas un hors réserve. Ça dit Mi'kmaq n'a pas besoin de licence pour pêcher. Un homme Mi'kmaq, ou femme Mi'kmaq, mais la Cour a dit la Mi'kmaq n'a pas besoin de licence pour vendre, puis il n'y a rien comme une saison fermée pour les Mi'kmaq, descendants de traités, qui sont garantis, qui ont le droit. Il ne faut pas oublier que les Mi'kmaq sont tous protégés sous la proclamation royale de 1763. Droit à la culture, ton identité, ton territoire, faire quoi ce que tu veux. On va flyer un petit peu plus vite. Ici, il y a 3 articles de la Constitution en 1982 qui est important. L'article 25. L'article 25 dit ceci. Le garantit, reconnu et affirmé des droits ancestraux, des droits de traité et ou autrement acquis. Dans la Constitution de 82, l'article 35 dit que, excusez-moi, la partie B de l'article 25.
malgré tout ça qui est garanti dans la partie A, ne peut pas porter atteinte aux garanties de la proclamation royale de 1763. Ça fait que la proclamation royale est protégée dans la Constitution. L'article 5, c'est les droits ancestraux et les droits de traité, et autrement acquis. Puis, il ne faut pas oublier que notre Constitution au Canada comprend la Charte des droits et libertés. Et une que je veux vous soulever, qui est très importante d'apprendre, c'est le Canadian Bill of Rights. Ça, c'est un autre acte de loi que les gouvernements doivent respecter. Mais les gouvernements ne respectent rien. Et ils sont juste là pour magouiller, puis prendre, puis posséder, parce qu'ils ont toujours la philosophie du Britannique. Nos gouvernements ne sont pas nos gouvernements. Le gouvernement ne décide pas qu'est-ce qu'il doit faire. Le gouvernement est dicté par l'Office du PMO, par les exécutifs de corporations au Canada. Comprenez-vous le stratagème puis le sérieux problème qu'on a? Mais nous autres, comme peuple autochtone des îles de la Madeleine ici, moi je suis du Nouveau-Brunswick, je suis descendant Mius, puis vous autres, vos Mius, ici aux îles de la Madeleine, découlent des mêmes signataires de traités que moi. Si on regarde la thèse de Denis Jean, on peut regarder par tous les recensements le déplacement des familles Mius. Une chose que je veux dire aussi, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent sur le chef autochtone assigné, le chef de tribu assigné. Le gouvernement britannique, en 1784, dans ses écritures, reconnaît 2 gouvernements autochtones sur le territoire américain. Il reconnaît les chefs de tribu, comme les chefs, les chefs de tribu pour de certaines régions. Et il reconnaît aussi les têtes de clans. Là, les têtes de clans, eux autres, c'est plus les petits pas, les Somerville, les Mius, les Benoît. Tu sais, ça fait que ça, c'était ça. Mais c'était les têtes de clans, ça veut dire que pratiquement un système structuré autochtone, il y avait une maison mère, où les chefs s'assisaient, puis il y avait ceux qui les géraient localement pour certaines places. Mais important à dire que les clans étaient aussi importants que les chefs de tribu, puis c'est reconnu comme une identité gouvernementale pour l'administration des peuples autochtones de l'époque sur le territoire. Si on va à ce que je garder, projet de loi discriminatoire. Les projets de loi discriminatoire, c'était le White Paper Policy qui a été introduit à la Chambre des communes par Jean Chrétien. Dans les années 1980, Brian Mulroney introduit un autre bill à la Chambre qui s'appelle le Buffalo Bill. Après ça, à l'époque, c'est dans les années 90, il implante le Policing Agreement for Native Unrest. Tous les organismes gouvernementaux, DFO, police, sécurité nationale, l'armée, gouvernement, tous ont un ouvrage de surveiller les Autochtones. Les Autochtones, en 1990, ils reconnaissent seulement ceux-là qui sont en réserve. Après ça, il reste ceci. Tous les autres groupes, puis c'est bien écrit dans le document, tous les autres groupes qui ne sont pas en réserve, qui ne faisant pas partie de la table de négociation avec les gouvernements, sont considérés splinter group, un épine dans le pied. On ne parle pas avec, on ne négocie pas avec, en rien. Pourquoi on a des blocages? Tout simplement parce que le gouvernement a fait des actes anticonstitutionnels, grossièrement illégaux, puis il mériterait d'être exécuté pour crime envers l'humanité. Puis ça vient à dire que des actes de loi comme ça pourrait mettre les gouvernements à être exécutés pour crime envers l'humanité. Mais
Il n'y a personne qui a tout, qui a bougé. Tout de suite, l'ONU a eu le Canada. C'est qu'est-ce qu'ils appellent un procès devant la Cour de l'ONU pour la mauvaise traitance des peuples autochtones au Canada. Puis le Canada a été trouvé coupable de ses actions envers les peuples autochtones au Canada. Là, juste la semaine passée, l'ONU avise encore le Canada de régler votre problème avec les Autochtones. Il y a des droits garantis internationaux et tout ce que je viens de vous mentionner, tout est là, tout est dans les livres. Après ceci, c'est dans les années 2000, un autre acte de loi suivant la décision Marshall. Là, ça va toucher les îles de la Madeleine beaucoup plus, vous allez comprendre. Les îles de la Madeleine, vivant de la ressource des pêches, une des plus grosses industries qu'il y a aux îles, c'est la pêche. Pendant toutes les années qu'il y avait cohabité ici pour la pêche. En 1990, suivant le jugement Marshall, le gouvernement décide, la Cour suprême a déclaré qu'un Micmac n'a pas besoin de licence pour pêcher. Il a le droit de vendre ses prises, puis en vient comme une saison formée. Ça, c'est la Cour suprême. C'est supposé être la loi suprême du pays aussi. Mais le gouvernement, lui, il joue avec ça, puis il dit on va passer une entente avec les peuples autochtones basée sur la conservation. La conservation en œil. OK? Parce que pendant ceci, je vais vous l'expliquer en gros, il rentre en négociation avec les peuples autochtones de l'Est. 22 communautés autochtones dans l'Est du pays. Puis le gouvernement met 659 millions pour le rachat des licences des pêcheurs traditionnels, pour instaurer les pêcheurs dans la pêche. Mais ça donne à peu près 22 millions par réserve pour les instaurer dans la pêche. Il y a des bateaux des îles de la Madeleine ici qui ont été achetés, qui ont été donné aux communautés autochtones de la Côte-Nord. Pas un écho. Personne qui a débattu la perte de revenus pour l'île ou la perte de ressources pour les employés d'usine. Ça a été perdu. Là, ici, on a un comité du Sénat. OK? Vous pouvez aller le chercher sur le site web www.sencanada.ca. Le rapport est de juillet 2022. C'est le Sénat. Le Sénat, c'est eux autres qui font la dernière lecture des actes de loi au pays. Puis, ici, le comité qui se tient devant le Sénat, il donne un an au gouvernement canadien d'éliminer toute la discrimination et tout le racisme dans toutes les instances gouvernementales du pays. De plus, les autres recommandations qu'ils font, vous y allez réglementer et implémenter, qui veut dire mettre en force, tous ceux qui ont un droit de pêche. Un droit de pêche, des gens découlant de traités. Des gens protégés par la proclamation royale de 1763. Eux autres, ils ont un droit de pêche. Tous les autres qui pêchent dans les eaux, ils ont un privilège de pêche, par leur licence vient du gouvernement. Mais nous autres, on a un droit de pêche. Fait, dans les prochains 5 ans, le gouvernement doit régler la question des pêches en Atlantique. Ça, c'est juste un pas de l'avant. Mais, dans le rapport du Sénat, il dit au gouvernement 2 options. Racheter plus de licences, ça fait est-ce que les îles de la Madeleine vont encore perdre de bateaux au détriment des communautés autochtones du Nord ou de la Gaspésie, quand il y a des Autochtones ici qui ont le même droit. Mais là, c'est ce droit-là qu'il va falloir soulever, mettre en effort, travailler, puis faire valoir l'identité de qui sont les détenteurs de droits. Si tu découles du traité
vous êtes détenteur d'un droit. Donc, après ça, l'identité personnelle. C'est assez simple. Partout, juste que vous remplissez des documents pour le gouvernement, rapport d'impôt, Stéphane Richardson, Mi'kmaq. Rapport d'assurance chômage, êtes-vous descendant d'un peuple autochtone? Oui, autre Mi'kmaq. Stéphane Richardson, membre d'un peuple autochtone, autre Mi'kmaq. Après ça, lorsque tu fais des déclarations pour ton passeport, Stéphane Richardson, Mi'kmaq. Mais après que vous avez tout fait ça dans toutes les instances gouvernementales, OK, pour tout ce que vous faisiez à faire, vous y allez appliquer pour une job, Stéphane Richardson, Mi'kmaq. C'est là, c'est votre identité personnelle. Pour vous autres, vous avez un ouvrage à faire avant d'arriver. Un des critères de la Cour suprême, dans Daniels, qui soulève les 3 critères qu'un métis a le droit aux mêmes privilèges administratifs que les Indiens en réserve, c'est critère numéro 1, self-identification. C'est le premier critère de la Cour suprême dans la cause de Daniels. 2, faire partie d'une communauté. OK? Ici, de la tribu Mius des îles, qui est reconnue au niveau provincial ici, mais je ne dis pas qu'elle est reconnue au niveau provincial. Moi, je savais que la tribu existait au niveau de la Madeleine. Ça fait que, après ça, ils disent qu'il faut que tu sois en relation avec une communauté ancestrale. Ça, c'est les 3 critères, okay, de la Cour dans Daniels. Étant descendant de traité, il n'y a aucun doute que vous faites partie d'une communauté ancestrale parce que le gouvernement a signé un traité avec ces gens-là. Ça fait la communauté ancestrale est facile à prouver. La communauté existante, elle est là, elle est existante depuis quelle année aux îles? Bon. À ce jour, qu'est-ce que tu vas avoir à faire? Une fois que vous autres, vous avez décidé, bon, travailler, on va aller de l'avant, on va faire valoir les valeurs autochtones ici sur les îles, vous organisez. J'ai dit à Georges, la meilleure façon de procéder, il faut enregistrer une corporation autochtone à but non lucratif. OK? Enregistrer avec le gouvernement, lorsqu'on va parler avec eux autres, c'est une corporation qui parle à une corporation, ça facilite plus les choses. Et une fois que ça est fait, vous avez le droit, en tant que corporation des îles, détenteur du territoire des îles, parce que le territoire est non cédé, garantie à vos héritages et vos cultures par la proclamation royale de 1763, garantie de vos droits ancestraux dans l'article 25 de la Constitution canadienne, il y a les cogner à la porte de la municipalité qui est bâtie sur le terre et dire bon, on va avoir un dialogue avec vous autres. Vous pouvez cohabiter avec nous autres parce qu'on a une entente de paix de signer. Puis, il y a une chose que je viens de remarquer que je n'ai pas mentionnée qui est très importante. Lorsqu'un traité était signé, OK, juste pour vous dire comment structurés étaient les peuples autochtones, la ligne du haut que vous voyez rose avec des petits corons blancs qu'on va voir, ça s'appelle un wampum belt. OK? C'est le signe du plus haut niveau de reconnaissance de diplomatie. On met ça sur la table, puis on s'engage de cœur et âme à respecter ça. Puis c'était le symbole autochtone. OK? N'oubliez pas que les Autochtones sont ici 10 500 ans avant que l'Européen a commencé à toucher les terres ici. Ça fait tout est structuré d'avance, puis ils sont tout organisés. Là, vous allez à la municipalité, puis vous y allez voir la municipalité, accompagné. Vous pouvez tout amener la gang. Nous autres, chez nous, on a amené tout la gang. Député provincial, député fédéral, RCMP, vous autres, vous n'avez pas ça, mais Sûreté du Québec, tout le monde autour de la table. Bon. Vous êtes conscient que vous êtes sur des terres non cédées ici?
ça a été mentionné cette semaine par la radio que les îles de la Madeleine étaient un territoire non cédé. Personne ne savait ça. Oui. Là, vous avez le pouvoir décisionnel sur un territoire. On déménage personne de là, c'est pas ça. C'est vous autres, en tant qu'Autochtones, si vous êtes organisés, structurés, les îles de la Madeleine peut ajouter une fête au calendrier annuel, la fête des Autochtones le 21 juin de chaque année. Là, il accepte ça. Toutes les fêtes nationales des Autochtones qu'il va avoir aux îles, vous y allez lever le drapeau Mi'kmaq en reconnaissance du partage du territoire. Nous autres, on a réussi, ils font la levée des drapeaux à tous les ordres dans la municipalité. Après ça, parce que vous êtes sur un territoire non cédé, des Mi'kmaq, vous y allez flotter le drapeau Mi'kmaq en permanence. En débarquant du bateau, tu as 2 drapeaux québécois, il peut avoir un drapeau Mi'kmaq. Mais il faut, c'est toute la négociation, il y a un pourparler. Après ça, il y a des fouilles archéologiques. Un musée peut être implanté. Il y a des terres vacantes que vous avez le droit d'occuper, de prendre possession, parce que c'est garanti dans la proclamation royale de 1763. Là, c'est un couteau à 2 tranchants, je vais vous expliquer pourquoi. Et ceci là, c'est une hypothèse, mais je peux vous dire qu'une communauté structurée, organisée, a le pouvoir d'y aller chercher une reconnaissance de sa municipalité, de son gouvernement. S'il arrive que ici, c'est des îles, et que le gouvernement ajoute des bateaux de pêche dans l'entente de 5 ans, puis que vous n'avez pas été de l'avant pour vous organiser pour prendre possession de ces bateaux-là pour votre communauté, parce que les Mi'kmaq qui sont les milieux sont des Mi'kmaq, vous avez le droit, en travers du Sénat, écrire aux beaux messieurs et mesdames qui sont ici. Okay? Ça, c'est eux autres qui siègent du comité du Sénat. Faites valoir vos droits, faites valoir qui ce que vous êtes, puis vous êtes des right holders, des détenteurs de droits, protégés par les traités. Okay? Ça fait qu'une fois qu'ils vont en reconnaître, moi je l'ai fait ça, j'ai traversé ce là. Puis là, le standing committee, là, c'est ça. À tous les ans, le gouvernement doit y aller siéger là et répondre aux sénateurs sur tout ce qui était amené à eux autres. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait des détenteurs de droits non statués. Alors, moi, je suis un non statué. Je suis un non statué parce qu'ils me reconnaissent. François, je suis un non statué parce que je ne suis pas dans le réserve. Mon provincial ne reconnaît pas mon identité autochtone, mais eux autres, par ma lignée ancestrale ou milieu, le Sénat reconnaît que je suis un non statué avec un droit. Et là, la question va venir sur la table. Et là, on a de plus en plus comme ça. Si vous autres faisiez valoir vos droits, vous êtes des non statués, détenteurs de droits garantis par le traité. Okay? Le représentant gouvernemental qu'on a rencontré cette semaine, Joël, il est très ouvert au dialogue. Très ouvert au dialogue. Il a même été surpris, appris certaines choses. Puis, ici, aux îles, moi, je pense qu'il y a de la place pour la culture autochtone. La culture autochtone, ouvrir un éco-parc avec des tipis, des canots, des choses, juste que les gens peuvent visiter. Mais ça peut être sur le long terme, mais tout ça peut être fait. Tout ça peut être fait. Tout le monde ici connaît les fouines, les igognes, les façons de pêche, les vieilles attirails, tout ça, ça vient tout. La chasse aux morses ici, c'est vieux comme une rôde, ça fait que tous les Autochtones avaient dû travailler là-dedans. Les arpents, surtout avec quelqu'un alentour que des arpents encore, soit des arpents à baleine ou des arpents à morse, mais si vous ne l'avez pas ici, vous pouvez l'avoir de d'autres communautés, mettant Inuits de d'autres places. Il y a une madame qui m'a demandé tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait pour avoir ça, ces papiers-là? L'obligation fiduciaire en éducation
Le gouvernement doit vous les procurer. Le gouvernement a la responsabilité de tout fournir pour ce qui est possible en matériel. Des ballons pour vos fêtes nationales, des cahiers à colorier pour les enfants, tout ça, ça vient à tout le gouvernement fédéral. Les programmes gouvernementaux tels l'éducation, les programmes pour les personnes âgées, qui veut dire les chaises roulantes, les rampes, des barreaux tout autour de ta salle de bain, te lever du banc, des chaises pour prendre ta douche, ça vient tout du gouvernement fédéral. Puis, une chose, ça me rappelle aussi en parlant de ça, vous payez le même prix que tous les autres pour y aller sur le ferry tout de suite. Ben, dans le traité 6 de l'Alberta, le roi avait donné en échange un joual et une charrette à tous les Autochtones qui étaient sur le traité 6. Quand ça a été rentré dans la Constitution en 82, ça a été considéré free mobilité, déplacement gratuit. Ça fait que vous autres, vu que vous êtes des îles, vous êtes des Autochtones descendants de traité, vous pourriez pousser la note jusqu'à là. Parce que ça a déjà tout été signé pour vous autres. Tout est là. Tout est dans le livre de loi. Ça fait que je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Ici, aux îles, il y a une grosse population autochtone. Certains sont cachés, certains ont peur, ils pensent pas ce qu'ils vont dire. Mais ça, savez-vous, c'est exactement quoi que la civilisation avait implanté dans les peuples autochtones entre 1600 à 1700. Tu ne maries pas une Indienne, tu ne veux pas te chaîner avec un Indien, tu es un son brûlé, c'était tout dénombré de même. Ça a tout été créé par la bourgeoisie. La fierté, la cravate, le chapeau, tu sais, mais pas un autochtone. Mais aujourd'hui, on est en 2022, puis on a peur de porter un t-shirt, on a peur de placer un drapeau sur un porteur, on a peur de dire je suis moi sur mes rapports au gouvernement. Pourquoi? On n'a plus, on est capable de se payer tout ce qu'on veut, on a des jobs, on a tout, puis on a encore ces peurs-là. Il faut éliminer ces pauvres-là. Sur juste ce que je veux vous dire sur le côté spirituel, parce que je sais que Danny était nous autres, on a parlé beaucoup hier. Danny travaille beaucoup côté spirituel, mais je vous conseille, si vous aimez rentrer un petit peu plus dans la culture des Autochtones sur le côté spirituel, vous pouvez aller chercher des copies du Medicine Wheel. Okay? Il va y avoir différentes photos du Medicine Wheel, mais ça va être quelque chose, c'est juste une base. Okay? C'est juste une base, c'est vous autres qui adaptez pour ce qui est là. Qu'est-ce que vous voulez croire, puis qu'est-ce que vous voulez faire avec. Mais je peux vous dire ceci que moi je connais. Lorsque tu entends tous les chants autochtones, c'est les cris ça c'est tout simplement tous les spirites que les autres croyaient dedans. Le vent, le feu, les tempêtes, la terre, tous les sons mis ensemble. C'est de là que les sons venus, c'est de là que les chants ont commencé. Le tambour, pourquoi c'est important dans la communauté autochtone, pas juste au Canada. Pourquoi que le tambour est important pour tous les indigènes du monde? Le tambour est le battement de cœur de la mère Terre. Pour nous autres, le tambour est le premier son de ta création. Lorsque tu es un œuf à l'intérieur du ventre de ta mère, ton premier son, c'est le battement de cœur de sa mère. Ça fait que c'est ça qui donne comme analyse de pourquoi. La plume d'air. Ça, ça devient intéressant parce que moi, je ne l'ai pas appris. Je ne l'ai pas appris avant que j'ai lu des lectures sur les Navajos qui résident en Arizona. Okay? La tribu Navajo partage un territoire aussi grand que Rhode Island, l'État de Rhode Island, puis ça s'appelle The Four Corners, parce qu'elle couvre 4 États américains.
Okay? Les Navajos habitent là-bas, les Hopis habitent là-bas. Ça fait que vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres peuples autochtones à grande du monde. Les ancêtres autochtones des Britanniques, les Anglais comme nous ici, il y avait des Indiens là aussi. Mais les ancêtres des autochtones britanniques sont les Celtiques. Les Celtiques, eux autres, ont bâti toute l'anthropologie, puis la gérance du système juridique et de justice. Ça devient des peuples autochtones du Britannique, qui sont les Celtiques. En Amérique du Sud, tu as les Incas. Au Mexique, tu as les Aztèques. Comprenez-vous? Qui étaient partout dans le monde, les Autochtones. Ça fait, il y a beaucoup qu'on a appris des peuples autochtones. Nous autres, ici, pour nous autres mêmes, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'on veut dans la croyance des peuples autochtones, qu'est-ce qu'on veut, mais il faut premièrement respecter qu'est-ce qu'on a comme héritage. Si on existe aujourd'hui ici, c'est à cause des peuples autochtones. Puis les Autochtones qui ont été à la guerre, okay, ils n'ont pas eu le droit d'avoir des chèques dormés avant 1950. Ils ont fait la guerre de 1914, ils ont fait la guerre de 1939 à 1945, puis ils n'ont pas été reconnus humains assez pour avoir des chèques comme leurs confrères de combattu en Normandie avant 1950. Les peuples autochtones ont seulement, au Canada, eu le droit de vote après 1950. Le traité du Scal était encore valide pas longtemps passé. Dans les bails-là de Terre-Neuve, qui peut encore scalper un autochtone. Dans les bails-là de la ville de Calgary, tu peux encore tirer un Indien s'il était dans ta charrette. Okay? C'est encore là dans les vieilles bails-là, c'est jamais été corrigé. Ça fait, là, il parle qu'on vous donne 1 an à éliminer la discrimination. Discrimination, c'est ça que vous allez travailler avec. Ici, sur l'île, vous avez été discriminé, dépouillé de vos cultures, vos racines, votre langage. Il faut que tout ce soit réglé dans la prochaine année. Votre député provincial va avoir les épaules larges et les oreilles épaisses, mais vous ayez fini avec. Il faut que ce soit... S'il reste encore là. Il faut que ça... Pas ça. Là, on parle de Joël. Mais... Voilà, pas certain qu'il reste là. C'est pas ça. Vous allez toujours avoir un député provincial. Oh. Il faut passer par là. Après ça, vous trouviez le député fédéral. Il faut que vous faisiez venir la ministre des Affaires autochtones du Québec à la table, ici aux îles. Pas de téléconférence. Viens aux îles. On ne veut pas venir, mais il y a personne qui sort des îles. Il y a des moyens de négocier avec eux autres aussi. Puis, mais moi, je vous dis ceci. Vous avez une richesse, mais ça reste à vous autres à décider. Là, le mot de bouche-oreille va y aller. Les échos vont y aller. Puis, pourquoi, procédure de société, c'est bien simple. Pourquoi que, juste cette semaine, que ça a été mentionné sur les ondes, les radios communautaires, les îles de la Madeleine sont des terres non cédées des Mi'kmaq. Mais la manière de le dire, c'est non cédé. Tu ne dis pas possédé. Posséder, ça sonne comme posséder, mais c'est non cédé. Puis c'est les territoires traditionnels Mi'kmaq. OK? Ça fait que, moi, je vais vous laisser avec ça, on va arrêter. Là, on va démonter un petit peu ici, on remonte ça. Mais moi, je vais rester à l'entour si vous avez 1 ou 2 questions, je peux en répondre. Mais faut que je finisse ma journée pareil, j'ai d'autres choses à faire. Mais là, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est voir qu'est-ce qu'ils vouloir du peuple Mi'kmaq ici. Qu'est-ce qu'ils ont vouloir. Vous avez les outils, ils sont tous là. Vous n'avez pas besoin d'une association de l'extérieur, vous n'avez pas besoin d'une association qui est déjà fondée et qui n'a pas de résultat. Vous créez une communauté autochtone ici, vous appartenez au territoire, vous avez le droit à la ressource, et là, il faut vous y aller et vous dites, OK, gars, wow, arrête tes niaiseries, c'est ça. Okay? Puis ici, le buyback est là-dedans, il y a un couteau à 2 tranchants.
S'ils achètent des bateaux des îles, ils ont y allure, c'est un revenu que l'île perd ou des ressources que l'île perd, puis qui pourrait vous être donné à vous autres, la communauté autochtone. Right? Puis, le deuxième couteau tranchant qui est dans l'incident, c'est si vous n'achetez pas des nouvelles licences pour donner aux Autochtones, ben, coupez le nombre de trappes aux pêcheurs traditionnels pour le portage avec les Indiens. Pensez-vous que ça va faire la paix sur l'eau? C'est ça qui est parlé dans l'incident. Parce qu'il faut toujours faire paraître l'Indien, le mauvais, le sale, le corrompu, c'est un alcoolique, c'est un drogue, les supplies, tu sais, tout ça. Moi, j'ai siégé à, qu'est-ce qu'on appelle MMIWG, Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. Puis c'était, j'ai siégé sur, quand ils ont fait le inquest dans les maritimes. Ils ont venu à Halifax, tous ceux qui ont eu des femmes ou des filles qui ont disparu, tous ceux qui ont été tués par des relations familiales. Un qui a violé puis tué sa nièce, l'autre qui a égorgé sa mère. Tout ça, ça a tout passé devant la télé. Mais tous ceux qui ont été tués par la police, empoisonnés par les médicaments, par les médecins, ça a tout fait dans une chambre formée à l'hôtel. Ça a été caché. Ça a été caché. Ça fait le Missing and Murdered Indigenous Women and Girls a été une perte d'argent, un salissage du peuple autochtone provoqué par les gouvernements. C'est toujours ça qui est l'image que le gouvernement veut continuer. Parce que ça fait toujours partie du génocide. Exterminer, éliminer, puis on n'en parle plus. T'sais. Là, ici, il va falloir que vous autres vous décidiez. Il faut prendre ensemble. Puis là, quand je dis, on parle de la lignée Milius, OK? Mais il y a 34 chefs qui ont signé les traités. Ça se peut que vos lignes ancestrales touchent les Benoît. Ça se peut que votre ligne ancestrale touche les petits pas, les Somerville, comme je disais. Fait que gardez pas juste les Milius, mais faites sûr que l'organisation que vous allez faire, ce sont toutes les personnes en preuve, en règle, qui découlent des traités. Là, vous aurez la force et le pouvoir pour faire l'avancement. OK, juste le cas. À quel peuple tu réfères le peuple autochtone des îles? C'est que j'essaie de me faire une tête. Aux îles, on est des Acadiens, un peuple acadien qui a fondé les îles, entre guillemets, Okay. de déporter, d'ostraciser nous autres aussi. Tu sais, il y a beaucoup de similitudes entre les Indiens et les Acadiens. Juste parce qu'au niveau provincial, on sait que les Indiens, les Mi'kmaq, provenaient du Cap-Breton, puis venaient ici sporadiquement pour faire la chasse et la pêche et retournaient. On a très peu de liens, à mon sens, de ce que je sais, avec la Gaspésie ou encore le Québec. Okay. Même pour certains, les îles de la Madeleine, c'est une anomalie qui fasse partie du Québec. Oui. Il y a ce site qui arrive. Les îles de la Madeleine appartenaient à Terre-Neuve. OK? Jusqu'à la signature de l'acte de Québec. Il ne faut pas oublier que, pour répondre à ta question claire, les biotoques, OK, avec les Vikings, avaient tout visité l'estuaire. Il y a des bonnes possibilités que les premiers contacts sur les îles de la Madeleine étaient les biotoques. Parce que ils ont juste, le peuple Mi'kmaq a juste été découvert par la suite. N'oublie pas que lui il est ici en 625 jusqu'à 1050. Il navigue tout, puis il exploite le territoire nord-américain ici avec les bateaux. Okay? Après ça, les Mi'kmaq ont arrivé. Là, ils ont commencé à venir ici aussi. Les Inuits qui chassaient le phoque ont peut-être arrivé par le nord, mais d'après moi, non. Mais à ce tour, on va regarder par année. Les Acadiens. C'est qui les Acadiens? On va les dénombrer comme ceci. Dans les traités,
for the people of Nova Scotia and Acadia. OK? Là, le mot Nova Scotia, Acadia vient prendre deux existences sur papier. Les possessions anglophones sont appelées par la mer britannique Nova Scotia. Les possessions francophones sont appelées Acadia. Vivent en superposition un par-dessus l'autre sur le même territoire qui appartient au peuple autochtone. Fait là, on a trois groupes sur le même territoire. Ils se font des intermariages. La majorité des peuples acadiens, qu'on nomme acadiens, qui ne sont pas reconnus dans la Constitution, comme on sait, découlent des peuples autochtones. OK? Ça fait les peuples autochtones, les Acadiens, qui auraient du cœur de reconnaître leurs valeurs et reconnaîtraient que leurs ancêtres, le sang qui coule dans leurs veines, a du sang mixte dans des métis qui sont enregistrés dans la Constitution comme peuple autochtone du Canada. Et là, on a des métis qui ont colonisé les îles de la Madeleine qui ne connaissent pas l'histoire historique du développement des îles qu'à première instance par les peuples autochtones, mais ils grattent les bords des plages pour des fouilles archéologiques, puis ils trouvent une présence avant eux autres. Ça fait aux îles, et le peuple acadien peut aussi joindre dans la chose pour faire valoriser leur culture et leurs traditions autochtones. C'est pour ça que ici, lorsqu'il y aura des négociations, moi, ils vont continuer à coexister ensemble. OK? Ils vont continuer à coexister ensemble. À cette heure, ça répond à la question de savoir qui est-ce qui est arrivé ici comme peuple autochtone en premier. Les fouilles archéologiques disent qu'ils viennent de là-bas. Les points de flèches qui ont été trouvés sur la péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, nord-est, viennent, à cause du minerai, viennent des terres de Baffin. Les terres de Baffin, là-bas au nord de l'Arctique, OK? Les Autochtones ont descendu comme ça, puis qui ont perdu leurs flèches chez nous à Tracadie. C'est juste pour vous dire comment nomade qui était. Ça fait que ici, il ne faut pas oublier qu'il y avait l'ère de glace. Quelle partie des îles qui a découvert des glaces en premier? C'est l'homme préhistorique, des millions d'années passées. Y a-tu vu les îles de la Madeleine? Les îles de la Madeleine, c'est juste un volcan qui a explosé. C'est quoi ce que c'est? C'est comme, parce que la structure des îles, puis le nom du mort, Memquit, qui veut dire île brisée par la mer, tout ça ensemble. Puis si je te dis, peux-tu me dire de où ça vient un Acadien? Tu n'es pas capable de trouver les souches. Tu ne peux pas trouver les souches de savoir d'où qu'un Acadien vient sans dire, ben, il est arrivé par bateau, il a rencontré des Amérindiens, il y a eu des intermariages, 10 générations après, moi je suis né. Moi je suis irlandais, si tu regardes le côté Richardson. Mais si je prends le côté de mon père, je remonte dans les Duguay, puis après ça je tombe dans les Chiassons, qui sont les Mi'kmaq de la Gaspésie. Je tombe sur le côté de ma mère, par contre j'ai fait faire ma généalogie, puis c'est possible de le faire. Faire une généalogie de 10 générations complètes autour de toi. Puis j'ai 14 autochtones dans mon cercle. Mais il y en a seulement un à qui ce que le gouvernement me doit une responsabilité fiduciaire parce qu'il descend d'un traité. Les Autochtones, l'Église, les peuples acadiens, on sait qu'ils ont vécu pratiquement le même sort. Le peuple acadien a été déporté, a été dépouillé, ruiné, brûlé, ben, parce que le sang qui coulait dans leurs veines était mixte à ces époques-là, en 1755. Ça fait qu'un Acadien appartient pas de territoire. Un Acadien n'a pas de charte. Nous autres, la proclamation royale 1763, c'est la charte des Autochtones. Ça a été reconnu par le juge Justice Session des territoires du Nord-Ouest.
The Royal Proclamation is the Charter of the Indigenous People of Canada. C'est reconnu dans les documents. Moi, je peux y aller dans le bateau, et là, tout de suite, j'ai un dossier devant la Cour suprême qui a rentré le 14 de mai. Okay? 14 de mai cette année, je suis à la Cour suprême avec un dossier. Les droits ancestraux des Méus, en plus d'un pays que j'ai découvert. Dur à croire, mais c'est exactement ça. Okay? Parce que la grande graine de Caraquet, okay, a été donnée à 34 familles. Là, on va parler avec des Acadiens. Caraquet se déclare capitale de l'Acadie. T'as entendu ça? Savais-tu que Caraquet a été donné à 34 familles Norman Indian? Les Indiens. Les Indiens, mais ils se disent Acadiens. C'est ça. Comme nous Ils autres. se disent capitale de l'Acadie. Et le territoire n'appartient à 34 familles, non à la province du Nouveau-Brunswick, non au Canada. Ça fait que moi, j'ai découvert un pays avec une dîle que le roi a octroyée à mes ancêtres. J'ai été couper un arbre à l'hôtel de ville pour commencer la bataille. La couronne n'a pas pu faire la preuve du titre, donc ils ont retiré les charges. L'année d'après, j'ai campé 12 jours sur le porteur. Powwow, tente, drapeau, musique, barbecue, énorme. Pancarte, free camping pour tout le monde. On a commencé avec une tenne, on avait 7 à la fin de 14 jours. La police ne pouvait pas me déranger. Le maire ne pouvait pas faire rien. J'ai resté là 14 jours, jusqu'à ce que le député fédéral sorte de sa cabane et qu'il réponde à 3 questions que j'avais posées. C'est ce dossier-là qui est devant la Cour suprême. Là, la Cour suprême va avoir à trancher. Est-ce que M. Richardson avait un droit de pêche par la dîle du titre de la Grande Graine de Caraquet, ou est-ce que M. Richardson avait un droit de pêche parce qu'il est descendant autochtone de la lignée des Méus qui sont déteneurs d'un droit de pêche par les traités? Là, la Cour tranche. Mais là, c'est la première fois que la Cour suprême a deux droits de pêche aussi forts, un comme l'autre. Si qui fait valoir le droit de pêche ancestraux pour la lignée des Méus, vous savez quoi ça veut dire pour vous autres, les Méus ici? La Cour suprême a réglé la question des Méus à l'accès à la ressource. Ça peut être une jurisprudence pour d'autres. Hein? Ça peut être une jurisprudence pour d'autres. Ça va être une jurisprudence pour les gens ici des îles. Si qui règle la question que M. Richardson a un accès à la ressource à cause du titre de la Grande Graine. OK? Le titre de la Grande Graine est donné en 1784. OK? Avant la création de la province. Ça fait que c'est pareil comme Saint-Pierre et Miquelon qui a été donné par le roi. C'est la même chose que l'Australie qui a été donnée par le roi. C'est la même chose que New Zealand qui a été donnée par le roi. Okay? C'est la même chose que le Canada qui a été transféré par le roi. Mais la graine est écrite comme ceci. Avec tout le bois, le sous-bois, la chasse, la pêche, les intérêts, les profités, les eaux, les cours d'eau. Les eaux en 1784 que le roi connaît en Amérique. La première carte qu'il a reçue, c'est Samuel de Champlain qui a ramené une carte en 1725, c'est tout l'Atlantique. Ils vont-tu donner tous les eaux de l'Atlantique à un individu? Comprenez-vous? Là, on vient de démystifier que Pêche Océan ne possède pas d'autorité sur les eaux sans notre accord. Okay. Mais mon dossier à la Cour suprême est 2500 pages. OK? 2500 pages. Ça a pris 31 jours à taper. Okay? 31 jours de... Et après ça, découvrir que tu n'avais pas le format légal. Que tu n'avais pas quoi? Le format légal. Ah, tu tapais ça comme un moyen. OK?
Ça fait, vous pouvez voir toutes les embûches, les red tape qui existent, mais là, mon dossier, à traverser l'étape, il est rendu au département d'investigation de la Cour suprême. Ça fait qu'il pourrait, dans les prochains mois, avoir une date dessus. Ou me donner un numéro interne. Mais ici, de bouche à oreille, l'information que vous venez d'avoir, OK, elle est toute vérifiable. Elle est toute vérifiable. C'est déjà écrit dans la Constitution, c'est déjà écrit sur les traités, les proclamations sont toutes là, c'est tout international. Ça fait, il vous reste quoi? Il vous reste à dire, bon, je me lève, à ce là je sais qui ce que je suis, j'ai une carte dans les poches, ça fait 25 ans, j'ai une carte dans les poches, ça fait 15 ans, c'est mon identité. C'est mon identité, puis moi je veux avancer. Il y a beaucoup de monde que ça tire l'oreille quand tu entends le mot argent. Moi, c'est pas mon intérêt pour tout. La manière que j'aime le faire, c'est pas quoi ce que je fais, c'est quoi ce que je laisse. Comprenez-vous? Qu'est-ce que les autres vont avoir? Hein? C'est qu'est-ce que les autres vont avoir? Pas juste toi. Ouais, c'est ça. Quoi ce que je laisse. Puis, comme j'ai dit là matin, là, j'ai dit, si vous poussez assez fort, jusqu'à temps que ça dérange le gouvernement, mais ça dérange, moi ça m'arrange. C'est ça. Comprenez-vous? C'est la philosophie que vous adoptez, la manière. Mais je vous dis, toi tu as un droit de pêche, toi tu as un droit de pêche, On veut pêcher. toi tu as un droit de pêche. On veut pêcher au mort. Mais à part que la pêche, Hein? à part que la pêche, Je peux juste dire que c'est moi, je suis pas pêcheur. Éducation, Ouais. éducation, lancement d'entreprise, Ok. tu as des problèmes de santé, tous les déplacements payés par l'État, tous les traitements payés par l'État, tout ce que tu as besoin, tout, le ferry gratuit. De quoi? Le Ah, ferry, ouais, oui. l'avion. Oui, ça marche. Mais comment est-ce que tu peux. Faut que la personne sache ce que tu Oui, il faut faire Dans le il faut faire une généalogie. Une généalogie véridique, avec des vrais documents, preuve à l'appui. Aujourd'hui, avec l'ordinateur, il y a à peu près 7 différents programmes que tu peux avoir pour vérifier une généalogie. Tout de suite, ici aux îles, avec 300 mius, qui a fait des généalogies, ben vous êtes déjà apparentés. Vous avez déjà assez d'informations juste ici. Ouais. Là, tu remplis ton premier critère de la cause Daniels. Self-identification. OK? Tous tes rapports d'impôts. Ok. Toutes les déclarations d'assurance chômage. Tout document que tu vas écrire au gouvernement. Mais n'oubliez pas, là, 2 semaines après, il faut que vous écriviez à la secrétaire gouvernementale à Ottawa accès à l'information pour avoir la copie de la déclaration du document que tu leur as envoyé, copie, questions et réponses. Ils vont vous l'envoyer bien. Ça va arriver dans une belle enveloppe brune, le document, bang. Il va y avoir un barcode ici, sur le document, avec tout ce que vous avez écrit et tout ce que vous avez envoyé. Mais ce côté-là, c'est Statistique Canada. Là, vous rentrez à faire des chiffres dans la statistique du Canada. Là, le gouvernement ne peut plus dire que Jacques Mius, c'est pas un Indien, Jacques Mius, ici, il nous a dit qu'il était Indien. Et toi, tu vas en cours avec le même document, tu n'as aucun droit, toi, tu n'es pas Indien, wow, ça présente-tu pas la couronne? Oui. C'est-tu pas le logo de la couronne qui est ici, Statistique Canada? Regarde voir la 3e page, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah, ok, ouais, mais ça prend plus que ça pour trouver tout le temps. Ben, regarde, j'ai ma généalogie avec tous mes certificats. Ben, vous voyez la Constitution, l'article 25, l'article 35, proclamation royale, comité du Sénat. Ok? Me dites là, on a du chemin à faire. Vous avez un outil que vous n'aviez pas. Il y a eu quelqu'un qui a venu vous démystifier toute l'histoire de constitution, de droit, les actes de loi, les actes de loi, plein.
qui vient à tous les atouts de travail. Okay? La jurisprudence, c'est ceux-là qui est intéressant à travailler avec. Parce que Donald Marshall dit un Micmac n'a pas besoin de licence pour pêcher. Un Micmac n'a pas besoin de licence pour vendre. Quand tu arrives au gouvernement, tu as tout ton feuillet. Là. Wow. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Tu n'as pas voulu me reconnaître. Je suis non statué. Mais le Sénat ici déclare que même les métis ont des droits aux pêches. Mais tout est là-dedans, il y a aller le chercher. Ça vaut la peine de le lire. Ça, c'est pour rapport aux pêches. Culturel, je vous ai dit, si la ville accorde que vous ayez la fête nationale de célébrer le 21 juin, le fédéral doit envoyer toutes les ballons, 12 piastres par individu pour préparer la célébration de la fête. Tout ce que vous voulez avoir. Cahiers, collures, étangs, tatous, il y a toutes les affaires indiennes pour la fête des Autochtones. Vous avez le droit de louer un chapiteau qui est payé par le gouvernement. C'est comme avant de monter, c'est juste nous autres, c'est sûr que c'est nouveau quand même aux îles. Ouais. Tu sais, juste un exemple, ce que tu viens de dire, vous avez ça. Vous êtes capable comme nous monter? Je vais monter parce qu'on a commencé notre c'est sûr qu'on a pas. Oui, on va monter un dans la prochaine année. Sans faux. Vos identités personnelles. Mettez de l'emphase là-dessus. Démarquez-vous les autres. OK? À cette heure, il y avait la question qui m'a été posée tantôt pour la répondre publique. Mais moi, j'ai 12 générations, ça compte-tu? Encore là, jurisprudence. Si tu prends la jurisprudence dans Pauli, l'article 32, no minimum content of blood required. Pas de quantité de sang qui est nécessaire. Il faut que tu fasses ta preuve documentaire de sang naturel. Ça fait toutes les questions sont répondues. Ils sont rendus une ligne. Ça va péter. Ce qui manque, c'est la cour. Hein? Lui qui va aller en cours, que tu as parlé tout à l'heure, si lui ça marche. Moins. Et lui? C'est tout. Non, c'est moi qui ai tapé 500 pages. Tic, 500 pages. C'était du stock. Après ça, il faut que tous les documents que tu mets à l'appui, il faut tous les faire photocopier. Puis après ça, il faut que tu en fasses 3 copies pour les 3 juges là-bas. Ça fait j'ai shippé 2 caisses de papier là-bas. Mais toi, au fond, tu vas passer en cours. Ben, je sais pas si C'est la la question. cour qui va décider. C'est par rapport à. OK. Tu dois en parler. Oui, je le dois. Je vais même aller plus creux de ça pour laisser vous rendre une chose intéressante. J'ai coupé l'arbre. Ils ont retiré les charges. Ça fait ça tombe nul. L'occupation sur le porteur, ils n'ont pas pu faire rien parce que même la police a dit on n'a aucune autorité pour enlever M. Richardson de là. M. Richardson s'en ira de là quand ce qu'il voudra. Puis je peux vous garantir, M. le maire, que M. Richardson a plus d'autorité que vous sur votre ville. Si là, il a fait, c'est parce qu'il est pas fort. Après, l'année d'après, j'ai été pêché à 2 reprises. La première fois, j'ai appelé DFO. Ça fait 18 portes de gouvernement que je fais ça. 18 portes de gouvernement que je fais. Ça, c'est comment est-ce que moi je suis têté de foncer, puis avancer, puis aller chercher l'information. Et si lui ne veut pas, il voit Jean-Jacques, si Jean-Jacques ne veut pas, on est au Fred, il m'entend pas jusqu'à Ottawa. OK? Le d'autres niveaux, je ne rentre pas tout là-dedans, mais bon. J'ai été voir Pêche Océan, puis je leur avais dit que j'ai tous ces documents ici, j'ai-tu le droit de pêcher? Pas de réponse, on y est au régional, on n'a pas de réponse, on t'a envoyé à l'Atlantique, à Ottawa, on n'a pas de réponse, on t'a envoyé à Winnipeg, le directeur de protection et conservation. Je l'ai promené de même, moi. 18 pas. J'ai été pêché, j'ai dit là, vous n'avez pas de réponse pour moi, ça fait X nombre d'années que je vous questionne. Puis vous n'avez pas de réponse, dans moins de 15 demi, je vais pêcher le premier d'eau. Ah, il dit, M. Richardson, si tu vas pas aller, tu m'as arrêté pour pêcher sans permis. Je dis, ben, tu ne connais pas la jurisprudence de Marshall. 15 demi,
Ventait un gros vent, reste à la maison. 16 de mai, gros vent, reste à la maison. 17 de mai, il fait beau, on décolle. Le truck, le bateau, tout, on va à la côte. Quand je baisse le bateau, juste en bas du trailer, sur le bord de la côte, les deux trucks ont arrivé de DFO, puis ils ont tout saisi. Sur le sol. Chargé pour aller pêcher des homards sur le sol. OK? Puis après ça, chargé d'avoir eu des filets sans raison valable. J'avais 2 filets dans le bateau, puis j'avais des casiers dans le bateau. C'est les 2 premières charges que j'ai eues. J'ai dit, oui, mais là, comment tu vas faire en cours, il n'y a pas eu d'activité de pêche? Comment tu vas pouvoir dire si que j'ai participé à une activité de pêche, a dit à l'intérieur de la marée? Ça compte. Okay? Mais moi, je savais qu'en cours, ça m'est tombé à l'eau parce qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de dire que j'avais pêché. Ils ne pouvaient pas dire que j'avais fait du braconnage, il n'y avait pas de Fait le 20 juin de la même année, j'ai été dans la nuit. Bateau à l'eau, trappe, filet, mis les filets à l'eau, mis les trappes à l'eau, j'ai rentré au quai à Caraquette. À Caraquette, oui. Fait là, le gardien du quai me dit, il dit, hey, tu déplaces ton bateau. Pas question de déplacer ton bateau. Tu n'as aucune autorité sur moi ici. Fait que c'est l'été. Il dit, ouais, mais là, les gars arrivent pour travailler, puis tu déranges ton bateau, ils ont besoin de cet emplacement-là. Je dis, quand j'ai rentré ici à 3h30, il n'y avait pas de bateau dans ce trou-là, je ne m'attends pas qu'il y ait un autre qui rentre. Les bateaux sont faire sortir ou il y a la pêche au mort, ils ne rentreront pas. Je ne prends pas la place de personne, je reste ici. Il dit, bon, c'est la police, c'est une bonne idée, c'est la police. La police arrive. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur l'agent, il veut m'envoyer dans un terrain qui n'a aucune autorité dessus. Elle dit, ouais, mais c'est lui le gardien du quai. Gardien du quai, oui, mais c'est mon quai. C'est peut-être même, jusqu'à temps qu'il a fait venir DFO. Puis DFO a venu virer en haut de la butte. Ils ont viré de même, ils ont monté vers DFO, c'est quoi ça? DFO, département de pêche au CF. Ah, ok. Ouais. Là, ils ont viré en haut là, puis ils sont été au bureau. Mais ils n'ont pas venu nous voir avant 7 heures après. Pour ne pas contaminer les rapports, il fallait qu'ils fassent venir un département à l'extérieur, parce qu'eux avaient déjà l'enquête de la première saisie. Okay. Ça fait que ça a pris tout ce déplacement-là. Mais quand je suis arrivé dans la cour, c'est ça que aujourd'hui la partie la plus importante. Quand la police est venue, j'ai dit, toi, ça dit maintien le droit sur ton char, à louer. Mais quoi, toi, mais je dis, ça dit maintient le droit sur ton char. Je dis, si tu t'occupes du côté criminel, puis ça, puis si tu constates qu'il y a un acte illégal, tu le rapportes, quelque chose. Oui, c'est ça. Ben, viens avec moi. Vois-tu le homard qui est là dans le bateau? Elle dit, oui. J'ai pas de permis pour ça. Je pense que c'est un acte criminel. Elle dit, ben, je sais pas, on va appeler DFO. Je dis, DFO est venu. Le DFO, quand j'ai été là-bas, même chose. Il est arrivé, lui, le jeune, le premier qui lidait les autres officiers. Quoi est-ce que tu as encore fait, ça? Quoi est-ce que tu as encore fait? J'ai venu pêcher. T'as venu pêcher. Comment ça pêché? Ben, hier soir. Ben, il dit, ben, you ça? Je dis, ben, derrière l'église, là-bas. Mes trappes à homard sont là-bas. Je dis, j'ai mis le filet à la même place que juste tu avais saisi mon premier bateau. Bon, ça commence de même. Puis là, la cour, quoi c'est arrivé là-dedans qui est drastique, puis qui est comique. Puis c'est un dossier qui va être bien chaud. C'est la juge de première instance. Tu n'as pas le droit de parler de constitution. Tu n'as pas le droit de parler de droits ancestraux. Tu ne parles pas de grande graine. Tu n'as pas le droit de témoin. Tu n'as pas le droit de témoin expert. La juge. Je n'ai pas le droit de retirer la possibilité d'une défense. Okay? Même pas le droit de prendre le banc des témoins pour ma propre défense qui est garantie dans la Charte des droits de la liberté canadienne. Ça fait qu'ils m'ont dépouillé d'une défense complète. Puis j'ai étudié une étude sur la juge, puis j'ai découvert que la juge était en conflit d'intérêt avec la matière. Par document public que j'ai arrivé, puis j'ai sorti les documents. J'arrive à elle, je dis, Madame la juge, aujourd'hui je présente ma défense, puis avant de commencer ma défense, juste pour le record, j'aimerais prendre une couple de clarifications.
J'ai tout fait dire parce qu'elle m'avait enlevé. Elle a tout confirmé. Oui. Parce que j'ai dit, ici, madame la juge, c'est-tu vous qui paraissez dans ce rapport-là? Pas le suicide, j'avais des papiers de vous. Elle a mis rouge comme sa chandail à lui, elle a plus rouge que ça. Ouais. Bah. J'ai dit, je pense qu'on a un problème, madame la juge. Je pense que vous êtes en conflit d'intérêt avec la matière. La loi des conflits d'intérêt dit que tout juge déclaré en conflit d'intérêt devrait se recuser de la matière. C'était quoi les papiers du document? Le document, c'était la loi sur le conflit d'intérêt. Oui. Ouais. Ben moi, c'est pour ça, moi, je suis beaucoup plus avancé au niveau d'affaires. Je me rappelle de tout ça dans ma petite tête, parce que ça en fait dans ma vie. Puis, après ça, j'ai été amené ce dossier-là, moi, au cours du bas de l'arrêt. Parce que hier, la juge, elle ne s'est pas retirée du dossier, elle m'a jugé, elle m'a donné les amendes, tout, malgré qu'elle était en conflit d'intérêt. Là, ça a été au deuxième juge au Nouveau-Brunswick, qui s'appelle le cours du bas de la Reine. Le cours du bas de la Reine, qu'est-ce qui s'est déroulé là-bas? Le procureur et le juge se lancent dans une dispute sur la question de la loi du conflit d'intérêt, et ils déclarent que la loi des conflits d'intérêt ne s'applique pas sur les juges. La loi au Canada est applicable sur tous. Que tu sois un Africain, que tu sois un juge, que tu sois un Indien, que tu sois une femme, ça s'applique sur tous. Ça fait qu'après ça, moi, la troisième instance provinciale de cour, la cour d'appel du Nouveau-Brunswick. La cour d'appel du Nouveau-Brunswick, devant 3 juges. Eux autres, j'ai tout amené ma matière, mais par ce temps-là, j'avais aussi porté plainte au barreau du Nouveau-Brunswick pour le comportement de ces juges-là. Puis, tout a été au cours du bas de la cour d'appel. La cour d'appel, c'est là qu'eux autres ont dit, on n'a pas la possibilité de traiter qu'est-ce que Mme X a fait dans la première instance. On peut juste rendre un jugement sur la deuxième cause. OK? Les jurisprudences, je pense que tu les connais. C'est là que moi, j'ai amené la jurisprudence de Vanderpeet. OK? Ça s'appelle la jurisprudence de Vanderpeet. Dorothy Vanderpeet. OK? Juste dans Dorothy Vanderpeet, la Cour suprême du Canada a donné raison à Mme Vanderpeet que la Cour d'appel de la province a juridiction sur toutes les instances juridiques de sa province. Et non juste sur la dernière décision. Ils avaient le pouvoir d'aller sur toutes. Eux autres, ils ont resté assis dans leur rapport, qui ont écrit la Cour d'appel, qu'il y avait une obstruction à la limitation de l'étendue de la juridiction de la Cour d'appel. C'est pour ça que moi, je demande à la Cour suprême de revisiter toute la cause au complet, avec toute la preuve qui va avec. C'est pour ça les 2500 pages. C'est strict la première cour, la deuxième cour, la troisième cour et tous les documents pour arriver à la Cour suprême. Puis c'est dans aussi une autre jurisprudence, si tu prends Simon contre la couronne, c'est là-dedans que tu vas trouver que Caraquet avait été donné à des Norman Indians, puis qui sont apparentés au milieu de la Nouvelle-Écosse qui vit dans le South Shore. Okay? C'est tout avec les jurisprudences que j'ai appris beaucoup. Parce que dans chaque dossier de cour, quand tu imprimes la jurisprudence, il va te sortir tout ça d'autres documents d'argumentation qui est là-dedans. Puis c'est fantastique à lire et de naviguer. Pour ta défense. Pour ta défense. Tu n'as pas besoin d'être un avocat. Tu sais comment préparer la défense. Comme toute la cour que tu conviens, donc tu vas voir si tu es en Cour suprême. La Cour suprême, le 14 mai, a reçu les documents. Ils ont mis le sceau dessus, comme quoi c'est rentré là le 14 mai. Ça passe 3 levels. 3 levels, OK? Il faut que ça y aille à l'inspection du dossier. Savoir si la cause est valable, si la cause n'est pas similaire à un autre, ou quelque chose de même. Après, être similaire, ça ne change rien, mais c'est comme, si mettons comme
tu poursuis un gouvernement, mais tu n'es pas conforme aux règles qui sont établies. Tu sais, ben, ils vont te jeter dehors. Tu sais. Maintenant, si tu dis, je fais 14 fois que je poursuis lui, là, puis ils ont encore rendu chez nous, puis là, je veux que la Cour suprême règle. Ben, ça se peut que ce n'est pas une affaire criminelle, ça en parle de litige civil. Tu sais, ça, c'est rejeté, cette affaire même. Là, aller à l'évaluation. Et mon dossier à l'évaluation. À partir de là, je vais avoir un numéro de filière. Ça veut dire que mon dossier va être à l'interne. Je n'ai pas encore reçu le numéro de filière. Les causes à la Cour suprême peuvent prendre n'importe où en 6 mois à 22 ans. Pour 22 ans. la cause d'Arios, ce qu'on entend d'Arios, a pris 22 ans devant les tribunaux. La cause Marshall, 9 ans. C'est tout à fait. Ah? C'est ça. Plus que patient, Hein? c'est plus que patient. Moi, ce temps-là, je suis chanceux. Je suis en prison. Ben non. Je peux continuer à faire l'ouvrage que j'ai à faire. Je continue à avancer. C'est beau ce que tu fais. Hein? C'est beau ce que tu fais. Parce que comme vous dire, ceci, vous voyez là, ici aux îles, avoir un centre d'interprétation. Un centre d'interprétation. Imaginez juste le touriste qui s'accroche à ça. Avoir la photo dans le guide provincial touristique pour les îles. Tu sais, toutes les petites affaires même pour avancer. Non, c'est très intéressant. Puis, je ne veux pas vous laisser sans dire que la religion a été un gros joueur envers les peuples autochtones pour la destruction des peuples autochtones. Ça c'est vrai. OK? Pourquoi que eux ont eu ce rôle-là à jouer? OK? Puis comment est-ce qu'ils ont acquis ce rôle-là? La signature de l'Acte de Québec donnait le même pouvoir administratif à l'Église et le gouvernement. C'est là que le pouvoir de l'Église. L'Église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mauvaise documentation, mauvaise inscription des noms de famille qui ont changé, des documents qui ont tombé à l'eau parce qu'ils prenaient ça d'un village, qui venaient ça au diocèse pour être mis en entreposage. Ben, des cahiers qui ont tombé à l'eau, ils ont tout perdu les mariages. Les mariages, dans ces époques-là, le prêtre passait dans le village, il en mariait 14 aujourd'hui. Ils s'en allaient, ils mariaient tous les semaines. Puis les baptêmes, l'enfant était né au mois de décembre, mais baptisé en août, parce que le prêtre n'est pas avant ces périodes-là. Moi, j'ai 2 certificats dans ma généalogie, que c'est des actes de mariage en Caroline du Sud. Parce qu'ils ont été des victimes de la déportation. C'est en quelle année que ça a été signé, ça? Ben, la déportation a eu lieu en 1755. Non, mais les actes. Certificat de mariage? Non, les actes du livre de Québec, là. L'acte de Québec, c'est en 17 quelque chose. Hein? 17. Check juste l'acte de Québec. Sur l'ordinateur, c'est juste que j'ai pas tout ça de mon nez. Ouais. Bon, ben, moi, je vous laisse. Puis, Merci beaucoup. ça faut le faire. Pour le tirage de cette. 2 minutes, Chantal. Amène les CDM. Comment tu te nommes? Ah ben moi, on va le sac ici. Rosie, quel candidat? Ah, ben,